Donc bonjour à tous alors. Donc je crois qu'on va débuter. J'ai le plaisir et l'honneur donc de présenter le conférencier, donc Xavier Arnaud de Sartre. Donc Xavier est géographe. Il a soutenu sa thèse à l'université de Toulouse 2 au sein d'une unité mixte de recherche qui s'appelait Dynamique rurale. Il a ensuite effectué un stage postdoctoral donc à l'UMR 7, qui est Société, Environnement et Territoire, que l'on connaît bien donc dans le périmètre de l'UPPA. Et il a été recruté en 2004 au CNRS en tant que chargé de recherche. Il a ensuite passé une habilitation à diriger les recherches à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en 2016. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS. Alors, Xavier est un spécialiste, il me reprendra si je ne dis pas exactement la vérité, des populations locales dans les projets de lutte contre les changements globaux. Donc, il a développé de très fortes compétences dans la problématique de l'agriculture familiale et du déboisement en Amazonie, sur la position des agriculteurs face aux OGM en Amérique du Sud, sur les populations riveraines des parcs nationaux. Il est d'ailleurs membre du conseil scientifique du parc de Guyane, par exemple. Et plus récemment, alors il le dit lors de la reconversion thématique, je ne sais pas, sur le comportement des populations dans les transitions énergétiques et environnementales, ou peut-être la notion d'acceptabilité, qui est le sujet d'aujourd'hui pour sa conférence, m'apparaît essentielle. Donc Xavier a également développé des compétences sur les logiques des politiques, logiques des entreprises. Donc plusieurs de ses travaux font état d'études entre la politique environnementale et scientifique, notamment à propos des services écosystémiques. Et d'ailleurs, il est porteur d'un projet de l'Agence nationale de la recherche dans ce domaine, mais également au sein de la thématique agroécologie, où il est en cours de portage d'un autre projet issu de l'ANR. Alors, je n'ai pas voulu faire une liste exhaustive quand même de ses travaux, mais je vais vous en citer quelques-uns. Donc, Xavier a organisé au moins 5 colloques en particulier. Il est l'auteur de 36 articles dans des revues à comité de lecture, de 18 chapitres d'ouvrages, de 3 ouvrages en propre, de 35 communications orales, de 14 confs invités, etc., etc. Donc je ne vais pas vous faire l'ensemble de la liste de ses travaux. Et en tout cas, ces travaux et la reconnaissance de Xavier lui ont valu en 2008 la médaille de bronze au CNRS, qui, pour ceux qui ne savent pas, peut-être pour quelques étudiants, est une distinction majeure en fait au CNRS et de tout premier plan. Il est impliqué dans de nombreuses instances nationales et locales, et entre autres a été directeur adjoint puis directeur de l'UMR 7, donc Société, Environnement et Territoire, directeur adjoint de l'UMR Passage et maintenant conseiller scientifique pilote de l'HCERS, qui est le haut comité d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il est aujourd'hui titulaire de la chaire TIN au sein de 2S UPPA, pour lequel d'ailleurs Arnaud siège au comité opérationnel. Les partenaires de cette chaire sont Total, la communauté d'agglos de Pau, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et le pôle de compétitivité Avenia. L'objectif de cette chaire est d'étudier les comportements des populations, donc des contestations, face aux projets de mutation industrielle et aux grands projets donc industriels, donc aux relations liant la société à son environnement économique. Donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est donc l'acceptabilité sociale. C'est un sujet qui est au cœur des problématiques liées à l'environnement et à ses mutations, mais également à l'énergie, si on pense à la transition énergétique. Donc on est véritablement au cœur des préoccupations de 2S UPPA. Et je vais lui laisser la parole pour nous raconter tout ça. Voilà. Normalement, c'est bon. Merci Hervé. Vous m'entendez sur le micro? J'ai un micro là. Merci Hervé. Merci pour cette présentation. Juste 2 points. Le premier, c'est que c'est moi qui me charge d'organiser cette série de séminaires mensuels, enfin de conférences mensuelles. Et je m'étais dit que je ne pouvais pas l'organiser sans en faire une moi-même.
mais j'avoue que je regrettais un peu au moment de la semaine dernière, au moment de la préparer, parce que, et c'est le deuxième point que je voulais dire, c'est réellement nouveau, c'est réellement de l'ordre de la reconversion thématique. Cette conférence, je ne l'ai faite qu'une fois ce matin, et c'est des choses qu'on fait récemment qui ont de l'ordre de 2 à 3 années de travail derrière moi. En gros, il y a moi et un certain nombre de personnes dans notre UMR qui travaillons sur ces thématiques. Donc on va parler d'acceptabilité sociale. La première chose qu'on va dire, on ne pouvait pas le louper, hein, c'était les Gilets jaunes à gauche et à droite les ZAD, qui sont les mouvements de contestation les plus visibles actuellement et qui génèrent un discours assez partagé, comme quoi aujourd'hui on ne pourrait plus faire passer les projets comme on les faisait passer avant et qu'il y aurait des contestations tellement fortes qu'on ne pourrait plus rien faire en France. C'est de ça dont on va parler, de ces contestations et de quelles sont-elles et de qu'est-ce qu'elles nous disent. Et d'abord, juste avant d'y aller, petite référence parce que je vais y revenir au fur et à mesure de mon discours. Les Gilets jaunes et les ZAD, je les mets sur la même diapo, mais c'est des mouvements profondément différents. On le voit dans les slogans que j'ai choisis. Ici, c'est un slogan « Marre de survivre », c'est une contestation plutôt de classe sociale qui s'oppose à son déclassement, alors que la contestation ici est ce que l'on appelle des contestations des nouveaux mouvements sociaux qui correspondent plutôt à des manifestations où les manifestants proposent un autre monde, considèrent que le monde actuel et ce que l'on fait dans le monde actuel ne va pas et à l'occasion d'un aménagement s'opposent à l'aménagement pour dire nous ce qu'on veut, c'est des aménagements en cohérence avec le monde que l'on souhaite et la contestation est une critique du monde. Voilà je le dis maintenant parce que je reviendrai dessus. Mais la manière qui est dominante de poser ce débat, c'est en termes d'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est un terme extrêmement peu, qui ne nous met pas à l'aise du tout, extrêmement peu sympathique, puisque le terme employé par des collègues dans un numéro de revue qui est sorti il y a quelques années, c'était embarrassant, parce que c'est un terme qui vient de la psychologie sociale. En gros, il est là, il est apparu pour dire... quand il y a un ordinateur qui apparaît dans une entreprise, comment on fait pour faire accepter, puisqu'il arrive dans les années 80, par les employés l'usage de l'ordinateur. Et l'acceptabilité consiste on connaît déjà la fin c'est il faut prendre ça, on considère que le produit amené est positif, qu'il faut que les populations l'adoptent, et que si elles ne l'adoptent pas, c'est qu'elles sont rétives au changement, etc., etc. Donc, terme très peu agréable. Nous, en sciences sociales, on n'est pas du tout habitués à travailler en connaissant déjà la fin de l'histoire. A priori, quand on mène une négociation, on n'est pas censé dire comment va finir la négociation. Donc, éthiquement, épistémologiquement, ça nous va assez peu. C'est un terrain extrêmement miné. Parler d'acceptabilité en sciences sociales, c'est le plus sûr moyen de se faire des ennemis et où il n'est pas confortable d'aller. Pourtant, le terme en soi est extrêmement intéressant et son succès est extrêmement intéressant et il est assez révélateur de la période contemporaine et assez heuristique et c'est comme ça qu'on va le prendre, pas comme un terme comment fait-on pour faire passer un projet, mais qu'est-ce que ce terme et qu'est-ce que l'emploi de ce terme nous dit de nos sociétés aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Mais avant, des petits préalables qui sont toujours importants à rappeler. À gauche, l'acceptabilité n'est pas, je déteste définir par la négative, mais en l'espèce, voilà, ce que l'acceptabilité n'est pas et ce qu'il faut prendre en compte pour la traiter. Donc ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas un problème nouveau, c'est-à-dire que les projets d'aménagement ont toujours été contestés, les innovations industrielles ont toujours été contestées, il n'y a pas de nouveauté de ce point-là. Ce n'est pas un refus du progrès, comme on tend souvent à le caractériser, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les zadistes, par exemple, ne refusent pas le progrès, ils refusent ce progrès-là, et ils veulent un autre progrès, où les Gilets jaunes veulent une participation aux fruits du progrès. Mais ils veulent une répartition différente de la richesse, mais ils ne sont pas opposés au progrès en lui-même. Bon, la vidéo tourne pas bien, mais ce n'est pas grave. Troisième, ce n'est pas la manifestation d'irrationalité, même si les discours peuvent apparaître incohérents. L'incohérence des discours n'est pas ils disent quelque chose, c'est ça que je veux dire, et on n'a pas d'un côté une rationalité de proposant du projet et de l'autre côté une irrationalité, la population qui reçoit et ne comprend pas le projet, à qui il suffirait d'expliquer. Il faut comprendre quelle est la rationalité des opposants. Le quatrième point, le terme est venu, ce n'est pas un refus du changement, c'est un refus de ce changement-là, je me répète,
Et le 5e point, on a parlé, l'acceptabilité est venue quand on a parlé des éoliennes. Et on avait une opposition aux éoliennes et les aménageurs, un certain nombre d'aménageurs ont dit que c'est des tirs amis qui sont caractérisés pour dire quand l'artillerie tire sur ses propres troupes. En gros, en disant que c'est des solutions écolos auxquelles s'opposent les écolos. L'acceptabilité, enfin, les opposants tirent sur leurs propres troupes. Donc il y avait une... voilà. Et l'acceptabilité n'est pas la manifestation de tirs amis, c'est une dynamique autre. Par contre, ce qu'il faut savoir pour pouvoir travailler, c'est que tout choix implique des gagnants et des perdants. C'est l'évidence de toute politique, de tout changement. Quand on a un changement, ben, il va y avoir des gens qui vont y perdre avec ce changement, des gens qui vont y gagner. Deuxièmement, il est normal que des décisions portant sur des ressources limitées et convoitées, par exemple l'eau dans une région en pénurie, ou sur des enjeux existentiels, je n'ai pas mis le pluriel enjeu, excusez-moi, tels que le changement... Ah si, il y en a un là, mais pas là, c'est pas de ma faute donc. Tels que le changement climatique, c'est-à-dire où, mine de rien, le changement climatique remet en cause un certain nombre de fondements de notre modernité, il est normal que ces décisions fassent l'objet de contestation et ça serait inquiétant. C'est pas grave, Emmanuel, ça va revenir. Ça serait inquiétant que ça ne fasse pas l'objet de contestation. Et je le redis, il y a toujours eu des contestations d'aménagement, c'est aussi vieux que l'action d'aménager. Donc la question que je posais au début, qui est pourquoi aujourd'hui on ne pourrait plus rien faire passer en France, c'est pas ça, c'est pourquoi, on peut la reformuler et partir sur cette base, c'est pourquoi les oppositions ont-elles aujourd'hui la capacité d'empêcher des aménagements et des innovations qu'elles n'avaient peut-être pas la capacité d'empêcher il y a une vingtaine d'années, disons. Alors pour ça, on va suivre un plan en 4 parties, et le plan va traiter spécifiquement, en tout cas pour les 2 premières parties et demie, du cas de l'énergie et du cas des contestations en particulier que connaît Total, qui est une entreprise avec laquelle je travaille, qui nous finance des recherches. Et on va regarder à quel conflit se trouve opposé Total, se trouve confronté Total, comment ils y répondent, pour mieux mettre en évidence le décalage entre la réponse et le conflit. On va montrer qu'ils répondent en partie, mais pas totalement. Et c'est de ce décalage qu'on mènera une réflexion sur la notion de transition et qu'on essaiera de comprendre pourquoi il y a particulièrement des oppositions aujourd'hui. C'est parce que la période est particulièrement tendue et qu'on est appelé à mener des transitions fondamentales dans nos modes d'organisation de société. Et que, voilà, je vous ai donné un peu la réponse. Et on essaiera, en 4e point, d'amener des éléments de réponse sur comment peut-on aménager et innover dans un contexte de transition et de forte tension. Voilà. Je prendrai toutes les questions que vous voulez après, en particulier sur le travail avec Total, mais on y va. Donc les typologies de conflits, en gros, on considère que le Total, et comme beaucoup d'aménageurs, ça marche ailleurs, est confronté à 3 types de conflits. Des conflits autour des impacts, des conflits socio-économiques et des conflits de solutions. Donc les conflits autour des impacts, c'est l'impact des activités. Socio-économique, c'est en gros le partage de la richesse. Les solutions, c'est on n'est pas d'accord avec votre progrès, on veut un autre progrès. C'est les 2 grands types de conflits que l'on retrouve à 2 échelles. À l'échelle locale, impact à une échelle locale, je suis désolé, je ne veux pas de votre aménagement parce qu'il va provoquer tel impact, tel impact, tel impact, assez classique. Et pour chacun, en fait, on a des échelles locales, mais ce qui est sans doute nouveau depuis une vingtaine d'années, on parle d'une nouveauté, enfin même un peu plus pour certains conflits, c'est qu'on ne s'oppose plus que localement, on s'oppose aussi globalement, et on s'oppose aux impacts au nom de leur impact global et pas uniquement de l'impact local, j'en reparle tout de suite. Et voilà. Et c'est là. Donc l'innovation, elle n'est pas dans le conflit, elle est dans la dimension globale que peuvent prendre certains conflits qu'ils n'avaient pas auparavant, et elle est dans le fait qu'on est dans un contexte qu'on appelle de très forte tension existentielle, c'est-à-dire que le changement climatique, la crise de la biodiversité et les problèmes que traverse l'agriculture remettent en cause, pas l'humanité bien évidemment, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais nos civilisations, ou en tout cas l'organisation de nos civilisations. Autrement dit, les opposants ne se battent pas contre un aménagement à côté de chez eux, mais ils peuvent se battre au nom de la sauvegarde de
nos sociétés, disons, pour ne pas prendre le grand mot de civilisation. Autrement dit, il gagne en poids d'opposition. Et le fait que l'environnement soit une cause de problème, enfin, en tout cas, ce soit lui qui soit en problème, fait qu'on ne peut plus arbitrer le conflit au détriment de l'environnement, comme c'est souvent fait. Quand on arbitre, on a tendance à dire, eh bien, on va reporter sur l'environnement les impacts négatifs de l'action, ou on va reporter sur les générations futures les décisions qu'on ne prend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est a priori interdit, et on est censé résoudre aujourd'hui, maintenant, et à toute échelle, les problèmes. Voilà pour le débat. Alors, si on regarde les impacts, il n'y a pas d'animation là, c'est pas grave. Bon, donc des impacts, il n'y a pas de texte, excusez-moi. Les conflits d'impact, très classiques, l'impact local de l'activité. Ici, vous avez une marée noire, l'activité se déploie et provoque un impact, soit du fait de l'accident, soit du fait de l'activité elle-même. Et c'est le type de conflit auquel on est habitué d'avoir lieu, enfin, qui a lieu assez communément, mais qui se double d'autres conflits qui sont des conflits les opposants, maintenant, quand ils s'opposent au projet, ne s'opposent pas seulement au projet au nom des impacts qu'il peut avoir chez eux, mais au nom des impacts qu'il peut avoir sur la planète elle-même. Et le slogan « ni ici ni ailleurs » est un slogan qui a émergé dans les dernières années, qui a un gros succès, qui consiste à dire, en gros, votre activité pétrolière, on n'en veut pas, au nom de l'impact qu'elle peut avoir ici, mais aussi au nom du changement climatique qu'elle peut générer. Et ce qui change complètement la nature de l'opposition. En outre, en termes d'impact, on a des conflits. Alors ça, c'est le premier niveau de conflit sur les impacts. Donc c'est vraiment ce qui est transformé par l'activité. Mais il y a aussi les impacts qu'on va dire existentiels, dans le sens où, quand une activité arrive, alors à l'échelle locale, quand Total arrive quelque part, si c'est une société traditionnelle, ben, la société elle va être transformée parce que de l'argent va arriver, de la technologie va arriver, de l'emploi va arriver et faites rentrer de l'argent dans n'importe quelle société, la société en quelques années, elle est profondément transformée. Ça c'est facile à voir quand on parle de société traditionnelle confrontée à l'exploitation pétrolière et là la mitigation de l'impact, c'est-à-dire elle est très difficile parce que l'impact est violent quoi qu'il arrive. Et cet impact n'est pas visible que dans le cadre de sociétés traditionnelles. Dans n'importe quelle société, quand arrive autour d'elle un gros aménagement, la société va être transformée par cet aménagement, parce que des acteurs nouveaux vont arriver, parce que des activités nouvelles vont émerger, etc., et vont changer l'ordre de cette société. Voilà. Et le conflit d'impact est un conflit, donc vous comprenez, classique, parfois très grave quand il est existentiel, parfois grave quand il est environnemental comme la marée noire, et surtout qui monte très fortement en puissance du fait des changements globaux, puisqu'on peut s'opposer à l'exploitation pétrolière à un endroit au nom de la planète entière. Et ça, les industriels, ils ont du mal à gérer ces oppositions-là. Deuxième excusez-moi, je n'avais pas animé, enfin, je n'ai pas passé en noir les caractères sur celui-là, c'est pas grave. Deuxième opposition, l'opposition socio-économique. Elle est facile à comprendre, c'est on arrive, on génère de la richesse, qui va toucher l'argent généré? C'est le conflit classique. Donc, quand Total arrive dans une zone, il va faire un projet comment l'argent va être partagé entre la population locale, la population de la fin, le pays, l'entreprise, qui va bénéficier des emplois, qui va être employé, par quel canot va transiter l'argent. Toutes ces choses-là génèrent des conflits et génèrent des changements qui sont toujours importants. C'est la base de toute activité et qui est plus ou moins bien gérée selon les situations. Ces conflits sont faciles à comprendre, c'est des conflits qui sont très courants et qui, quand ils sont généralisés, quand ils sont démultipliés à l'échelle de l'ensemble des activités en l'espèce de Total, peuvent créer un rejet de l'entreprise en elle-même. Ce livre dit et révèle ou met bout à bout un certain nombre de conflits, en particulier autour du partage de la richesse que Total a fait, et l'entreprise se trouve contestée en tant qu'entreprise qui mène des actions négatives à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, et se trouve contestée en tant que telle. C'est un peu la montée en globalité de la contestation. On ne s'oppose pas à l'entreprise que là, au nom de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas, on s'oppose à l'entreprise pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente.
Alors ça, Total y est assez habitué, hein, les multinationales sont habituées à ne pas être aimées, mais ça les embête très fortement puisque le dégât d'image, comme ils disent, peut être un dégât extrêmement fort. Deuxième type de conflit, donc les conflits socio-économiques de partage de la richesse et d'ordre économique mondial. Troisième type de conflit, le conflit autour des solutions. Là, on peut avoir des contestations qui vont porter sur un aménagement précis. Là, je parle du stockage de CO2, qui, vous savez, est une technologie qui se redéveloppe après avoir connu un premier pic qui revient à la mode, en particulier depuis la COP 21. Et il peut y avoir des oppositions à cette technologie, pas tellement pour les risques qu'elle induit, pas pour la richesse qu'elle partage, parce que de toute façon, elle coûte de l'argent et elle ne rapporte rien, mais au nom de la fausse solution qu'elle représente ou qu'elle représenterait, selon comment on se situe, à l'endroit du changement climatique. C'est-à-dire, en gros, la crainte est que si vous stockez du CO2 là, vous faites croire que vous êtes capable de lutter contre les effets négatifs de l'extraction pétrolière. Or, vous ne pouvez stocker que très peu du pétrole, du CO2 émis, et c'est une fausse solution. Et cette fausse solution remplit une fonction de greenwashing ou de choses de cet ordre. Et là, je vous mets une publication qui calcule à peu près ce que l'on peut émettre, ce que l'on peut utiliser comme réserve de pétrole, de charbon et de CO2, pétrole, charbon et gaz connus par rapport aux réserves connues. Qu'est-ce que l'on peut émettre avec et sans CCS, sans stockage de CO2? Vous l'avez dans cette publi. En gros, la différence est de l'ordre de 5%, c'est-à-dire que le stockage ne change pas fondamentalement la donne de l'exploitation pétrolière. Donc, il y a des conflits de solutions autour de la solution qui est proposée à cet endroit et maintenant. Autre exemple de conflit de solution, Notre-Dame-des-Landes. Hein. On s'opposait à l'aéroport parce qu'il n'y a pas besoin d'un aéroport. Et l'autre conflit de solution, plus existentiel, plus large, est un conflit de solutions qui dit, en fait, votre technologie, elle est représentative d'une modernité, d'un modernisme, d'un technologisme dont on ne veut pas. Et on va s'opposer à ça parce que nous, on veut une autre forme de modernité. Et vous avez tout un ensemble de mouvements qui sont parfois connus sous le terme de mouvements décroissants ou des mouvements de multiples innovations locales. Vous savez, le discours pensée globale, agir local. Tous ces mouvements-là qui disent en fait ce qu'il faut, c'est arrêter d'utiliser la voiture, etc., etc. Et tous ces discours-là qui sont extrêmement prégnants et qui contestent fondamentalement le modèle. Voilà en gros les types de conflits que l'on retrouve et que l'on étudie. Alors, quelles réponses y sont apportées? Je vais vous parler de la réponse apportée par Total. En gros, 3 types de réponses, puisqu'on a vu 3 types de conflits, on va voir les réponses de cette manière-là. Ce n'est pas forcément organisé comme tel, mais des solutions de mitigation de l'impact, c'est-à-dire de limitation de l'impact, des solutions autour de la répartition des richesses et des solutions technologiques. Le tout entouré d'un discours pédagogique, en gros, qui consiste à dire, en fait, si on ne nous aime pas, c'est parce qu'on ne nous connaît pas bien. Au fond, on travaille bien, il faut qu'on fasse connaître la manière dont on travaille bien et regarder tout ce que l'on fait de bien. Alors, si on regarde, de fait, hein, quand j'ai commencé à travailler avec Total, je ne pensais pas trouver ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire c'est une entreprise qui, en termes de gestion de l'impact au niveau local, fonctionne bien. On pourra revenir sur les questions, etc. Mais il y a des choses inévitables, des impacts inévitables à plein de niveaux, mais c'est assez bien encadré. Total a des procédures, des normes très, très mondes de l'ingénierie qui leur permet de contrôler ce qu'ils font. Ce n'est pas pour autant que ça ne dysfonctionne pas, ça peut dysfonctionner. On peut comprendre pourquoi ça dysfonctionne. Parfois, le dysfonctionnement est tellement généralisé qu'il renvoie à des modes de fonctionnement. Enfin, je veux dire, tout ne va pas bien, en particulier quand il faut gérer en termes d'argent. Telle mitigation d'impact, ce n'est pas tellement qu'elle va coûter cher qui va poser problème, c'est qu'elle va prendre du temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Et c'est plutôt au niveau de ces arbitrages-là qu'on va trouver des difficultés. Mais a priori, l'entreprise en tant que telle, en termes de gestion des impacts locaux, a réagi. En termes de partage de la richesse, je ne sais pas tout, évidemment. Mais ce que je vois clairement,
c'est la crainte de conspiration internationale, la crainte de ne pas respecter des procédures qui donnent accès à des financements internationaux type Banque mondiale, la crainte de procès. Vous savez, Airbus en ce moment a un procès sur des pratiques de corruption et c'est un procès qui peut remettre fondamentalement en cause les activités d'Airbus, un procès qui a lieu aux États-Unis. Donc il y a une grosse pression à ce niveau-là qui peut faire l'objet qui va fonctionner plus ou moins bien selon les pays. Dans les filiales nouvelles, ça marche mieux que dans les filiales anciennes où il y a des réseaux qui sont déjà installés. Mais ce point est relativement géré. Il va dépendre de normes internationales, de rapports à la justice, de contextes locaux. Les réponses sont plus ou moins adaptées, mais à ce niveau-là, il y a un certain nombre de réponses qui sont adaptées, qui sont apportées. Et puis, sur le changement climatique, vraiment, sur le troisième point des oppositions, sur les solutions technologiques, Total est très clair de ce point de vue-là. Et là, vous avez un discours de M. Pouyanné sur la stratégie de l'entreprise. L'entreprise a compris que le changement climatique remettait fondamentalement en cause son système et que les énergies fossiles faisaient partie du problème et réagit par rapport à ça. Alors il réagit au point qu'il dit « nous ne sommes plus un pétrolier, nous sommes un énergéticien, nous produisons de l'énergie et quelle que soit la source de l'énergie. » Et il y a tout un accompagnement avec abandon du charbon, abandon d'énergie peu rentable et fortement polluante, style sable bitumineux, et tentative de revoir le mix de l'entreprise par augmentation du gaz, qui est moins générateur de gaz à effet de serre, augmentation de la part du gaz, augmentation de l'efficience de l'exploitation du pétrole, et achat d'énergie renouvelable. Total souhaite qu'en 2025, 25% de l'énergie produite par Total soit d'origine renouvelable. Alors c'est du renouvelable en masse, c'est du thermique. 25%, ça ne veut pas dire qu'ils vont substituer 25% de leur mix par du renouvelable, ça veut dire qu'ils vont augmenter leur mix peut-être de 33%, de manière à ce qu'à la fin, ça fasse 25% de la part qui est en renouvelable. Là, on est d'accord. Mais il y a un discours organisé autour de ça, avec en particulier le CO2, les Palois parmi vous auront reconnu Chapelle de Rousse, le stockage de CO2. Il y a un discours qui est pris en charge par l'entreprise. Maintenant, si on compare le discours aux oppositions, on voit clairement qu'il y a deux mondes qui sont à côté et qui communiquent assez mal entre eux. Il y a à gauche le monde des solutions technomarchandes. Total, vous l'aurez reconnu, c'est des solutions de marché, prix carbone, taxes, etc. Des solutions technologiques comme le CCS, l'utilisation des bridge fuels, donc le gaz, pour réussir la transition, et une économie de la croissance. En gros, c'est en générant de nouvelles activités non émettrices de gaz à effet de serre que l'on va régler le problème du changement climatique, etc. etc. Et ce monde-là est un monde dont Total n'est qu'un des acteurs. C'est un monde extrêmement présent qui s'oppose à un autre monde qui est le monde des solutions socio-écologiques. Ce qu'il souhaite, c'est un changement de système économique mondial, une économie circulaire, sociale, la décroissance, un arrêt total et immédiat des énergies fossiles, une transition juste, etc. etc. Et ces deux mondes-là, je les ai mis en équilibre sur la balance. Ils ne sont pas tout à fait en équilibre, on est d'accord. Mais celui-ci monte en puissance fortement. Et c'est sans doute un des phénomènes majeurs des dernières décennies. C'est la montée en puissance de ces arguments-là, qui ont toujours été là, mais qui ont une voix qu'ils n'avaient pas auparavant. Et qui expliquent le regain de tension contemporain. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on rentre dans le cœur du sujet. Donc les recherches que j'ai présentées jusqu'ici, c'est des recherches qu'on mène avec mon équipe. Là, c'est la thématique centrale une des thématiques centrales de notre UMR, et en particulier de la partie de l'UMR qui travaille à Pau, qui est, en fait, si on veut comprendre ça, on le replace dans un contexte plus large, qui est le contexte de transition, dans lequel nos sociétés sont appelées à entrer, dans lequel, selon que l'on est ou pas optimiste, on est rentré ou pas. Et on dit qu'il faut regarder ces politiques dans ce cadre-là. Or, transitionner, changer fondamentalement de modèle de société, et en touchant, je vais prendre ici le cas de l'énergie, commencer par le cas de l'énergie, transitionner, c'est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Le livre, et c'est le seul que j'ai mis en référence, qui m'a été d'ailleurs recommandé par un collègue qui est à Pau en ce moment et que je remercie,
c'est un livre écrit par un journaliste tout à fait lisible qui revient sur l'histoire du pétrole et qui explique comment le pétrole s'est imposé dans le cœur des 200 dernières années, enfin des 150 dernières années. Et il raconte extrêmement bien l'histoire d'une énergie qui en fait est bon marché, parce qu'il n'y a pas à la produire, il y a juste à aller la chercher, qui est stockable, transportable et efficiente. Et en fait, l'ouvrage nous montre la montée en puissance finalement naturelle du pétrole, enfin relativement naturelle, en disant évidemment qu'il y a eu des conflits autour du pétrole, évidemment qu'il y a eu des tentatives de se l'approprier, etc., qu'elle a été, et qu'il y a eu des monopoles, qu'il y a presque. Bon, il raconte cette histoire, mais en disant au fond, sa croissance, enfin, son développement aurait eu lieu parce que c'est une énergie, à un moment il le dit, formidable, enfin, qui a énormément de qualité. Et il est au cœur de nos systèmes aujourd'hui technologiques, sociaux. Et d'ailleurs, le petit exemple des Gilets jaunes, 15 centimes d'augmentation sur le prix du diesel, est capable de mettre des populations dans la rue et de contester un pouvoir qui avait l'air solide et qui avait l'air de se fiche pas mal de la contestation et qui finalement, dans un pays riche en plus, une petite augmentation du prix du pétrole est capable de provoquer des mouvements forts. Voilà, le social, l'économique et le politique sont profondément enchâssés dans le pétrole et ça c'est le système que l'on perd, un système qui avait plein de défauts, qui n'a pas, évidemment il y a eu des rapports de force très puissants qui ont été mis en place autour du pétrole, un certain nombre de guerres, etc., etc. C'est un système qui n'est pas un système qu'on regrettera forcément, mais c'est un système qui avait son efficience et son efficacité. Or le système vers lequel on est supposé aller, vers lequel on doit aller, supposé dans le sens si on y va, mais en tout cas dans lequel il faudrait que l'on aille, il n'y a pas d'énergie comparable au pétrole. C'est-à-dire il n'y a pas de solution miracle et ce que le pétrole a permis de faire, on n'a rien qui est stockable, transportable à ce niveau d'efficience et à ce coût de production. Ça n'existe pas. Ça existera peut-être un jour, et c'est sans doute à l'université de Pau qu'on le découvrira, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y aura pas un système fondé sur une énergie comme il y a pu y avoir. Ça coûtera plus cher, hein, il y a assez peu de doute là-dessus. Si on prend en compte l'ensemble des caractéristiques qui permettent de fixer un prix, ça ne coûtera pas forcément beaucoup plus cher si on prend en compte les externalités de la technologie, mais ça ne devrait pas être aussi simple. Et surtout, en matière de politique, c'est extrêmement important, on sait qui va y perdre, mais on ne sait pas encore qui va y gagner. On ne le sait pas encore tout à fait. Or, si vous voulez faire une politique et faire un aménagement, une innovation, vous avez intérêt, puisqu'il va y avoir des perdants, à vous appuyer sur les gagnants. Et là, les gagnants, ils ne sont pas encore clairement identifiés. Et donc, ça rend complexe l'appropriation du truc. En gros, tout le monde voit ce qu'il a à perdre à ne pas utiliser sa voiture, ou à utiliser moins sa voiture, mais personne, pour l'instant, ne voit tout à fait ce qu'il a à y gagner. Et ça explique les tensions, parce qu'on est dans ce monde-là. Alors, je me permets de montrer cette diapo pour monter en généralité dans mon propos, et pour cette diapo. Ah oui, bon, c'est rien, c'était un truc systémique. Montrer cette diapo pour monter en généralité dans mon propos, pour dire ce problème avec le pétrole, c'est en fait un problème qui est assez généralisé aux autres transitions qu'on est censé apporter. Le groupe d'experts internationaux chargés du changement global qu'est la biodiversité, vous savez que les Nations Unies ont identifié un certain nombre de changements globaux. Le changement climatique est le plus connu de ces changements et il est traité par le GIEC comme organisme scientifique qui fait les constats scientifiques sur le changement climatique qui ensuite est traité par les États dans le cadre de COP, de conférence des parties. La biodiversité est l'autre grand changement global, la crise de la biodiversité. Il est traité par un organisme international qui aujourd'hui s'appelle l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, et qui, il y a une dizaine d'années, s'appelait le Millennium Ecosystem Assessment, et qui est l'expertise en charge de la biodiversité, et qui ensuite propose des solutions qui sont traitées par des conférences internationales, qui ne s'appellent pas COP, qui s'appellent CDB, Conférence sur la diversité biologique, et qui ont lieu, elles aussi, tous les ans. Et les autres changements globaux, par exemple la population, donnent lieu à de l'expertise aussi, et de
enfin la population et l'alimentation qui est liée, et de la proposition politique, même si c'est moins structuré, pour l'alimentation. Mais l'expertise de la biodiversité, il y a une dizaine d'années, a rendu un rapport où elle fait état de la crise de la biodiversité à l'échelle globale, à l'échelle régionale. Elle faisait une proposition de solutions, et dans les propositions de solutions, elle dit, en gros, on a le choix entre 4 grands types de solutions pour résoudre nos problèmes. Je vous les reprends parce qu'elles sont intéressantes. Donc, les 4 grands types de solutions, c'est des solutions qui sont définies prioritairement à l'échelle locale, ou des solutions qui sont définies prioritairement à l'échelle globale, et des solutions qui laissent venir les changements et y réagissent, sont réactives, ou des solutions qui les préviennent et qui sont proactives. En gros, la dichotomie, c'est celle-là. Et donc, on est dans une présentation scientifique, 4 cadrans, on est entre scientifiques ici, tout le monde a compris que les abscisses, les ordonnées, ici on est dans le moins, ici on est dans le moins, ici on est dans le plus, ici on est dans le plus. Donc là, on est en plus-moins, on est en plus-plus, on est en moins-plus, on est en moins-moins. Donc on va commencer avec le moins-moins, l'ordre par la force. C'est une solution en gros qui dit, si on laisse venir les changements globaux et que chacun y réagit de son côté, en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des populations qui vont doubler la pauvreté matérielle qu'elles avaient déjà par la vie dans un environnement dégradé, et qui vont donc être doublement pauvres, environnementalement parlant et physiquement parlant, qui seront malnutris, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais là la personne est rachitique, sans cheveux, sans doute malade, avec un environnement inquiétant, et dans lequel les sociétés qui s'en sortent bien auront externalisé leurs activités polluantes et négatives. Lesquelles sociétés qui auront externalisé, elles par contre, vivront dans des environnements préservés, la personne est bien habillée, boit du vin, luxe extrême dans une population raréfiée, l'échelle de la planète. Boire du vin, ça veut dire qu'on peut consacrer des terres à la production de vin au lieu de la consacrer à la production d'aliments. Donc ça veut dire que ça va bien. Non seulement ils mangent bien, mais en plus ils boivent et ils vivent dans une ville, dans un environnement climatisé, etc. Et puis évidemment, pour empêcher que les pauvres aillent chez les riches, comment on fait? On construit un mur et on fait en sorte qu'ils ne franchissent pas. Alors, c'était 2005. On pourrait dire que c'était assez visionnaire sur l'actualité politique du moment, en tout cas aux États-Unis. En fait, non, le mur aux États-Unis était un phénomène ancien, et en 2005, il était déjà en débat, et il faisait référence explicitement à ce mur-là. Il faisait référence aussi à un mur sous forme d'eau qu'est la mer Méditerranée. En gros, ils disent, c'est un scénario qui est à la fois un scénario moins-moins, repoussoir, mais c'est le scénario tendanciel. Si on ne fait rien, c'est ça qui risque de se passer. Les 3 autres scénarios sont des scénarios plus positifs. En haut à gauche, c'est un scénario où on laisse venir, mais on négocie. À l'échelle globale, on dit, bon d'accord, bah oui, toi, ton environnement est inhabitable, eh bien viens chez nous. Nous, Union européenne, on va partager entre tous les pays de l'Union européenne, on va se répartir les habitants venus de vos pays, et puis un peu ici, en Hongrie, en France, voilà. Et puis, vous, Amazonie, ben, désolé, l'Amazonie, on vous demande de garder de la biodiversité parce qu'il n'y en a plus ailleurs. Donc, c'est pas grave, comme dans la Pampa, on arrive à produire beaucoup de grains, on va vous les donner pour que vous puissiez manger à votre faim, et puis voilà. Et on va négocier comme ça à l'échelle globale. L'histoire de l'humanité nous montre qu'on a plutôt tendance à régler les conflits par la guerre que par la négociation, mais en tout cas, tout un tas de choses sont imaginables, en particulier des instruments de marché pour parvenir à cette régulation. Et les COP, les conférences internationales, type conférence de Rio, les conférences décennales, les conférences sur la diversité biologique, ont pour but de maintenir un dialogue et de maintenir de l'échange pour au moins éviter ça. Et pendant longtemps, jusqu'en 2015, c'est-à-dire jusqu'à la conférence de Paris, dont je suis un des grands... Enfin, dont je pense qu'elle a apporté des choses positives, on se disait, c'est déjà pas mal, au moins ça nous permet d'échapper à ce monde-là. Et puis, mais ça c'est le monde de la politique, nous on est des scientifiques, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt de trouver des solutions, plutôt que de répondre à des problèmes. Et là, le monde des solutions, c'est le même que je vous ai présenté tout à l'heure, il est très divisé entre 2 grands types de solutions, celle que je vous ai dit tout à l'heure, le techno-garden ou la mosaïque adaptative, le socio-écologique ou techno-marchand, c'est les mêmes. Vous voyez les illustrations, je ne vous les commente pas. La seule chose que je commente, c'est qu'on est dans un scénario Nations Unies, en tout cas financé par les Nations Unies, par la Banque mondiale, et ce qui est étonnant, c'est qu'elle reconnaît comme solution possible des solutions de cet ordre-là qu'on n'était pas habitué à voir portées par ces acteurs, qui étaient plutôt des acteurs technologistes, des acteurs du marché. Et là,
de manière étonnante, et même si c'est en les affligeant d'un moins, mais quand même d'un plus, ils reconnaissent et ils disent qu'il y a sans doute de la solution à ce niveau-là. Et voilà. Donc quand on dit qu'il faut transitionner, c'est de ça dont on parle, de transition à cette ampleur-là. Évidemment, normalement, on est en 2005, ça fait presque 15 ans que ces graphes ont été faits, et on est plutôt en train de se dire que ces oppositions sont fictives, hein, c'est des oppositions à nature pédagogique qui sont là pour nous faire réfléchir. On est plutôt en train d'essayer d'inventer quelque chose au milieu. Alors ça dépend selon le bord politique où on est, selon le milieu où l'on est, mais en gros, nous, et en tout cas, j'espère pas trop trahir les collègues de mon laboratoire, on cherche quelque chose par ici, quoi. Certains dans mon laboratoire sont plutôt ici, d'autres plus rares sont plutôt ici, mais en tout cas, on cherche à inventer quelque chose qui soit à la fois technologique, parce que je pense qu'on n'y échappera pas, qu'il y a de la solution technologique, mais territorialisée, c'est-à-dire en se disant ce qu'il cherche, ce qu'il faut, c'est de trouver des technologies qui permettent dans des territoires précis de tirer parti des potentialités de ces territoires dans leur diversité et d'organiser ce que l'on appelle une subsidiarité entre territoires, c'est-à-dire ce qu'un territoire peut produire, il produit, ce qu'il produit en plus, il l'échange. Alors qu'ici, on est plutôt dans un mode, chacun produit ce sur quoi il est le meilleur, à fond, et puis on organise des échanges pour faire l'échange entre territoires. C'est le principe. Au fond, cette période et ces choix ont l'avantage d'être simples, de nous mettre face à un avenir qu'il faut redéfinir, et ils appellent une repolitisation, c'est-à-dire ils appellent à reprendre la capacité de décider et de dire de quel futur veut-on, mais dans un monde qui est extrêmement contraint par les changements globaux, c'est-à-dire que dans ce monde-là, il faut qu'on choisisse un monde, mais il faut que ce monde soit efficace au regard des critères de lutte contre les changements globaux. En gros, réduire le CO2, réduire les impacts sur la biodiversité et nourrir une population à 10 milliards. Et avec des technologies et avec qu'on ne connaît pas encore, qu'on connaît, on commence à les voir se dessiner, mais on ne sait pas encore voilà, le potentiel, le coût, etc. Ça évolue extrêmement vite, ce monde-là, mais ce monde n'est pas encore stabilisé. Voilà pour ma troisième partie, et pour remettre en perspective, en fait, le débat. Donc, comment fait-on? Et ça, c'est notre dimension recherche appliquée que E2S nous permet de faire. Quels éléments utilise-t-on pour recomposer ce monde et pour le repolitiser? Nous, on travaille sur différents projets. Donc, le collègue dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Sébastien Chailleux, qui est une chaire E2S, travaille en partie sur le stockage de CO2, en tout cas a travaillé sur le stockage de CO2. Un autre étudiant qui doit être, enfin un étudiant cette fois-ci, puisque Sébastien n'est plus étudiant, Romain Carrosse, travaille sur le stockage de l'eau, enfin comment une entreprise qui stocke de l'eau se repositionne dans le stockage de l'eau. On travaille sur les plans climat à l'échelle locale, en particulier notre collègue au laboratoire, et on travaille sur des conflits autour d'aménagements pétroliers assez classiques. Est-ce qu'on voit Total? Oui, on voit Total ici, Total Bolivie. On travaille sur ces conflits-là, et on essaye de regarder dans les conflits ce qui marche, la manière dont les conflits sont résolus, ne sont pas résolus, dont les conflits n'émergent pas aussi, pour essayer de comprendre quels sont les ingrédients de la construction de cet entre-deux-là que je vous montrais tout à l'heure, de ces technologies territorialisées. Et pour l'instant, les trois éléments que l'on voit et que l'on reprend en partie dans la biblio, que l'on travaille, que l'on retravaille constamment, nous disent en gros il y a trois dimensions qui sont importantes pour donc que les projets fonctionnent, et qui sont importantes au regard d'une quatrième dimension qui est sans doute la plus importante. Alors les trois dimensions, la première en haut, accompagner les gagnants et les perdants. Alors les gagnants, il n'y a pas besoin trop de les accompagner en général, mais en fait si, il y a besoin de les accompagner parce qu'ils ne peuvent pas être outrageusement gagnants. C'est le principe d'un État que d'assurer la redistribution. Et l'accompagnement des gagnants vient à ne pas les laisser en situation de monopole, enfin c'est l'action classique de l'État, et accompagner les perdants, bien plus difficile,
faire en sorte que les perdants ne soient pas à ce point perdants qu'ils refusent tout changement. Auquel cas, ils auraient raison. Deuxième élément, la crédibilité du projet, c'est-à-dire qu'il faut que le projet soit bon pour qu'il passe. Parce que la première condition, hein, c'est que si on vend un mauvais projet, ben, le mauvais projet il risque de ne pas avoir ses chances. Et tant mieux. Et troisième élément, la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il soit porté de manière correcte, c'est-à-dire en respectant les principes de la démocratie, voire de la participation, c'est-à-dire qu'il y ait une définition commune du futur souhaité et d'adapter l'aménagement imaginé à ce futur-là. Ces trois pieds sont importants, mais en fait, ils n'ont de sens et ils ne gagneront leur légitimité, au fond, au regard d'objectifs de transition. C'est-à-dire que la crédibilité d'un projet, il y a 50 manières de la définir. Un projet peut être crédible d'un point de vue technico-économique. Très bien, il peut rapporter beaucoup d'argent, mais il peut ne pas être crédible du point de vue des transitions. En gros, il peut avoir une crédibilité environnementale nulle ou sociale nulle. Et l'important, c'est d'évaluer cela à l'aune des objectifs de transition. La gouvernance du projet, c'est très bien d'avoir un projet gouvernant, participatif, etc., etc. Mais souvent, dans la participation, le risque, c'est que la personne non représentée dans la discussion soit absente du consensus. Et vous le savez tous, en général, quand il y a une réunion dans laquelle il y a des arbitrages budgétaires, il vaut mieux être à la réunion, si vous voulez pas être perdant des arbitrages budgétaires. La même chose en matière de nature, quand il y a de la discussion, il vaut mieux être présent à la discussion, mais la nature, elle, comment elle est représentée par un parti politique assez peu légitime, et du coup, la nature est souvent mal représentée. Et l'enjeu de la gouvernance ne peut pas être qu'on s'accorde au détriment de l'environnement ou au détriment des générations futures. C'est un coup classique, les générations futures, pour s'entendre, c'est de dire, c'est pas grave, empruntons aujourd'hui, on paiera demain, puis c'est les autres qui paieront. Voilà, l'enjeu important, il est au regard des objectifs de transition, et on définit un scénario, un futur souhaitable et souhaité, au regard de ces objectifs-là, parce que la clé de lecture, c'est celle-là. Voilà, j'ai terminé. Je conclus là-dessus et je prends les questions. Normalement, j'ai gardé un temps correct de questions, 40 minutes à peu près. Donc il y a du monde, Henri. Mais le premier, c'était le monsieur là. Oui. Une remarque, c'est qu'il y a un léger décalage avec Pau, qui est en visio. Donc il faudra, s'il pose des questions, il y aura un petit décalage sur lequel il faut compter. Et on les entend quand ils posent une question? Alors non, je vous les transmettrai. D'accord. Oui, parce qu'on est en direct sur YouTube. Hein. Posez vos questions posément. En fait, avec la diffusion, c'est un peu délicat d'allumer les lumières aussi. On peut allumer les lumières, oui. En fait, du coup, on ne voit plus. Plus les transparents, mais normalement, je suis plus censé en avoir besoin. Mais... Oui, mais vas-y. Ouais. C'est ça, hein. Donc, Henri Regnault, économiste. Alors d'abord, je voudrais te féliciter pour la qualité de ton intervention, l'effort de classification, de clarté que tu fais. Bon, ça ne me surprend pas, vu qu'on a l'habitude de travailler ensemble depuis un certain temps, notamment à l'IRSAM. Alors qu'il ne doit plus s'appeler IRSAM maintenant, mais ça, c'était de mon temps. Alors, après les compliments, évidemment, les limites. Je vois deux limites essentielles, enfin une limite principale à ton raisonnement, mais qui pourrait tout à fait être enrichir en fait des phases suivantes de recherche, c'est que j'ai l'impression que tu raisonnes à technologie constante et à coût constant. Et j'ai eu cette idée au moment où tu parlais du pétrole irremplaçable, qui était facilement transportable, des coûts très faibles. Et par rapport en disant les autres énergies, elles n'arriveront jamais à ce stade-là. Justement, c'est là le problème du changement de technologie. Et puisqu'on a travaillé ensemble sur la révolution agricole,
tu sais bien que lorsque Malthus a fait ses prévisions extrêmement pessimistes sur l'avenir de l'humanité, c'était tout simplement qu'il ne comprenait pas que l'Angleterre, à cette époque-là, était dans une pleine révolution agricole, dans une pleine des modifications techniques extrêmement importantes qui ont permis d'augmenter les rendements, qui ont résolu le problème, en fait, qu'il anticipait. Et alors là, sur le pétrole, j'ai l'impression que tu raisonnes au coût de production du pétrole de la période antérieure, mais tu sais bien que les coûts de recherche, les coûts d'extraction sont de plus en plus élevés, que donc la rente différentielle devient de plus en plus forte, et qu'au fur et à mesure où on va vers le pic pétrolier, et à supposer qu'on n'y soit pas, et la décroissance, les coûts du pétrole, inévitablement, vont augmenter. Et les coûts des autres énergies ne sont pas, eux non plus, constants. Il y a des modifications technologiques possibles. Bon, il se trouve que je discute souvent avec des gens de l'IN2P3, donc l'Institut de physique nucléaire, et qui me disent, mais attention, on parle beaucoup des déchets actuellement, mais si on passe à des centrales de 4e génération, le problème se posera en des termes tout à fait différents. Les perspectives de la filière thorium, alors qui n'a pas été développée jusqu'à présent, tout simplement parce que les militaires, ça ne les intéressait pas, ça ne fait pas de plutonium, ça ne fait pas de bombe atomique. Donc c'est pour ça que tout le monde a pris les filières uranium, plutonium. Bon. Donc là, il y a un élément qui fait que je ne serais peut-être pas aussi pessimiste que toi, et qu'il est possible que dans les nouvelles énergies, on ait des coûts de production, y compris les coûts de gestion après, démantèlement, déchets, etc., qui puissent évoluer favorablement par rapport à ce que sera le pétrole. Et deuxième remarque, mais tout à fait secondaire, nous autres, les économistes, on utilise souvent un concept de triangle d'impossibilité. Alors là, il y a un magnifique triangle. Il faut se demander si, par hasard, ça ne rentrerait pas dans le cadre des triangles d'impossibilité. Merci. Et encore, merci pour ton exposé. Non, merci à toi. Sur les technologies, bon, sur les coûts, je ne vais pas m'engager dans une discussion de coûts avec toi, mais sur les technologies, ce que je voulais dire, ce que je veux dire, et là-dessus je maintiendrai, c'est qu'il y a une tendance à dire que de toute façon, on trouvera la solution, ce n'est pas très grave, parce qu'on saura inventer la technologie qui nous permettra de résoudre. Or, rien ne dit et probablement le contraire, enfin je serais assez prêt à soutenir ça, c'est-à-dire je prends en compte l'innovation technologique, mais de là à ce qu'il y ait une innovation technologique capable d'apporter ce que le pétrole a apporté, le niveau de facilité que le pétrole permettait, je ne pense pas. Et on a quelque chose qui sera de l'ordre du mix, pas sur une seule énergie, et qui sera complexe à maîtriser, qui impliquera des problématiques de stockage, de transport, que le pétrole ne posait pas du tout à cette échelle-là. Après, en termes de coûts, peut-être qu'on arrivera à faire mieux que de toute façon le pétrole qui va augmenter. Mais en tout cas, voilà. Et si je le dis, c'est parce qu'il y a un discours commun dans le monde des opposants qui consiste à dire de toute façon, on a fait le pétrole parce que c'est les lobbies du pétrole qui ont choisi le pétrole. Si on avait eu un lobby de l'hydrogène, on aurait eu l'hydrogène, ou de je ne sais pas quoi, on aurait eu je ne sais pas quoi. Non, on n'a pas pris le pétrole parce que 4 bonhommes se sont retrouvés dans une ville et ont décidé, par exemple une ville suisse, et ont décidé, et si on faisait du pétrole la seule source d'énergie possible et imaginable? Non. Si le pétrole s'est imposé, c'est parce qu'il avait des qualités uniques, enfin exceptionnelles, voire uniques, et qui font que si on veut inventer un autre monde, il ne faut pas trop compter sur quelque chose à tout d'un coup venir remplacer le pétrole. Le sens de mon propos, c'était celui-là. Après, je pense que c'est le travail de plein de monde dans la salle, le truc énergétique, et je peux leur faire confiance pour aller interroger là-dessus. Je transmets juste les applaudissements de l'amphi de Pau qui se sentent frustrés quand on ne les entende pas. C'est pas grave, ils sont entendus par mes collègues et ils viendront me répéter. D'ailleurs, vous avez entendu les collègues de Pau que j'ai été qualifié d'optimiste. Non, de pessimiste, pardon, alors que d'habitude, on me reproche plutôt d'être très optimiste. Donc, donc merci Arnaud pour la conférence, c'est vraiment super. Donc moi, je suis scientifique, plutôt impliqué dans des problématiques d'énergie électrique, plutôt. Et puisque tu as beaucoup parlé de Total, Total, si on parle que de la stratégie au niveau national, globalement, rachète à peu près toutes les sociétés d'énergie alternative françaises.
Si on parle EREN pour l'éolien, SunPower pour le photovoltaïque, la Saft pour les batteries électriques, etc. Est-ce que c'est raisonnable de laisser à une compagnie privée le monopole de la transition énergétique, sachant que tu as dit également que le principe d'un État était d'accompagner les gagnants, et je ne vois pas comment, en fait, l'État ne va pas pouvoir que faire de limiter les perdants. Voilà. Je voulais avoir ton avis là-dessus. J'espère que je n'ai pas apparu comme une défense et illustration de Total. Hein. Ce n'était pas le but. La question que tu poses, elle est fondamentale. Hein. Il se positionne même sur les barrages des Pyrénées. La question, elle est oui, le problème, c'est qu'en fait, Total génère de l'argent avec le pétrole, beaucoup d'argent, et il est capable de réinvestir cet argent. Et les gars à la tête sont suffisamment malins pour aller le réinvestir dans les secteurs d'énergie du futur. Ils ne s'embêtent pas avec les TRL 1, 2, 3, 4, 5. Ils achètent en 7, 8, 9, 10, et au moment où, avant que ça soit mûr pour pouvoir le développer. Et ça pose un gros problème. Mais ça pose aussi le problème de la présence d'EDF, du fait qu'EDF n'a pas cette capacité d'investissement. Et avant la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie, au mois de décembre, moi je disais, une bonne manière pour la PPE serait de séparer à EDF le nucléaire de renouvelable. Et de ne pas le mettre dans le même groupe parce que EDF ne va pas sur le renouvelable parce qu'il parie sur le nucléaire. Et c'est ce qu'a fait la PPE. Donc je pense que ce truc-là de se dire EDF n'a pas la capacité d'investir comme à Total parce que EDF est engoncé dans le nucléaire, fait que l'État a redéfini les rôles et a demandé à EDF de se repositionner là-dessus. Mais c'est clair que le futur, il est là. Il est dans qui va maîtriser ces énergies et avec quel système économique. Et Total, lui, en tant que multinationale qui cherche à construire du monopole, se positionne comme ça. Et à la rigueur, c'est son rôle. Le rôle de l'État, c'est d'être capable de la contrer sans la brider. Parce qu'on est content aussi qu'il y ait des capitaux d'EDF qui s'investissent, de Total qui s'investissent dans ces énergies-là. Les axes, là, enfin, ce qu'il y a sur cette figure, qui s'occupe d'évaluer la crédibilité, d'accompagner, c'est des États, c'est les Nations Unies, c'est une échelle locale, globale? Tout va dépendre du projet dont on parle et du pays dont on parle pour ce projet. C'est clair qu'en gros, dans les pays occidentaux à État capable, les services de l'État pourraient être en mesure de faire ça. Et dans les pays à État plus défaillant, alors à État moins fort, disons moins structuré, ça va être pris en charge par des normes internationales type ISO, type norme Banque mondiale. En gros, la Banque mondiale, si elle veut prêter, il faut qu'il y ait le respect d'un certain nombre de règles et le contrôle exercé par les ONG. Si on devait faire une différence très large entre ces deux types de pays, ensuite avec tous les mix possibles, voilà. Mais il y a une différence. Ce matin, j'ai fait la même conférence à Auch, à la DDT, service de l'État, et eux, ça les a beaucoup interpellés, et ils ont parlé pendant 1 heure sur mais qui contrôle et qui a le pouvoir de contrôle, et ils sont plutôt à dire qu'en France, leur pouvoir est en phase de défaillance. C'est-à-dire qu'il y a une redéfinition du rôle de l'État dans un certain nombre de pays qui fait que ces fonctions sont plus ou moins bien remplies, et eux, ils avaient plutôt tendance à dire plutôt mal remplies actuellement. Donc ce que je veux te dire, c'est que c'est différent selon les contextes, c'est différent selon les périodes, et je pense qu'en ce moment, le jeu n'est pas clair de qui contrôle. L'État n'est plus l'impulseur de politique, il est finalement, il a un rôle amont et aval d'établissement de normes et de contrôle des normes, mais c'est plus lui qui mène. Il contrôle en fonction de normes qui parfois sont héritées, ont une vingtaine d'années, ne sont pas adaptées aux enjeux, et c'est parce qu'il y a cette tension-là qu'on ne sait plus bien qui contrôle qu'on n'a plus confiance dans le projet. C'est-à-dire que pour poser un projet qui va poser des gros problèmes au moment de sa mise en place, tu as intérêt à avoir confiance dans l'acteur qui le porte et dans l'acteur qui va le réguler. Or là, l'acteur qui le porte, c'est plus l'État, c'est la collectivité, souvent. La collectivité, elle a un déficit démocratique par rapport à l'État, c'est-à-dire qu'on ne vote pas pour notre collectivité territoriale comme on vote pour notre président de la République. Enfin, déjà qu'on a du mal à respecter nos votes de président, alors nos votes de collectivité, c'est compliqué. On ne les connaît pas, ils sont compétents, mais pas au niveau de compétences des services de l'État, souvent, enfin, disons qu'ils sont en train de reconstruire leurs compétences. Et bon voilà, il y a tout un tas d'éléments qui fait
Et puis ensuite, les critères qu'il utilise ne sont pas... Donc il y a tout un tas d'éléments qui font que là, il y a un vide. Et dans ce vide, viennent se mettre les contestations pour dire, ben non, ce projet-là, compte tenu des vides, on n'en veut pas. Et c'est sans doute une des grosses raisons des succès des oppositions, c'est qu'il y a ce vide-là. On l'a vu très clairement sur le barrage de Sivins. En fait, il n'y avait pas confiance dans l'entité qui portait le projet. Tu suis ce que je dis? C'est un peu compliqué, mais... Ouais. Non, alors imagine dans des états les défaillants. Les acteurs de l'innovation comme Total aussi, c'est des gens qui peuvent travailler, enfin c'est des multinationales qui peuvent... si le projet paraît pas crédible dans un pays sur certains critères, on peut toujours aller le faire ailleurs. Donc c'est ça aussi que j'avais du mal à... Oui, alors évidemment, c'est toujours c'est le coup très classique qui fait qu'on est désindustrialisé, c'est que tu exportes là où tu as une législation de travail ou d'environnement plus conciliante. Et ce qui fait la croissance de la Chine, hein, il y a quand même beaucoup de ça. Mais en l'occurrence, sur l'énergie, bon, ils sont dépendants de la source. Et ils ne peuvent pas délocaliser si facilement puisqu'ils sont dépendants de l'endroit où est la source. Pour répondre mais ta question posait une question plus globale, qui était la même que toi, Hervé, c'est peut-on laisser à une multinationale le pouvoir de s'autocontrôler? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et il est important d'avoir des organes de régulation soit nationaux efficaces, soit internationaux qui peuvent se substituer aux États quand les États ne sont pas en mesure d'effectuer. C'est le rôle d'un certain nombre d'ONG, c'est le rôle des organisations internationales. Mais si tu veux, les débats dans les COP, ils portent là-dessus, en partie. Ils portent sur qui va contrôler ce qui est effectivement fait. Et évidemment, tout le jeu des COP, d'un certain nombre d'acteurs, c'est de dire qu'il y a un acteur le plus faible possible pour exercer le contrôle. Il y a un gros enjeu là, évidemment. Et encore une fois, c'est pas stabilisé. Et combien de temps ça mettra à stabiliser, on ne sait pas. Moi, Xavier, j'ai une question, pas du tout de scientifique. Je voudrais savoir, moi en tant que citoyen, ce que je vois, c'est qu'il y a une part, il me semble qu'il y a une part importante de la médiatisation dans la gestion de cette acceptabilité sociale du changement, et que s'il n'y a pas une médiatisation importante, en fait, il y a certaines tensions qui passeraient à la trappe. Est-ce que ça n'a pas un rôle important, les médias ? Oui, alors en particulier les nouveaux médias, Internet, etc., enfin Facebook. On est, alors là, avec les personnes avec qui je travaille, on est en train de monter en compétence là-dessus. Ce que l'on pense, si je devais le dire vite, c'est le média va être un facilitateur, va être un accélérateur, mais le problème, il est là, quoi. Et au fond, effectivement, par le média, il va prendre une force particulière, il va prendre une dimension particulière, il va aller vite, mais ça veut pas dire que le problème n'était pas là, quoi. Typiquement sur les Gilets jaunes ou typiquement sur Notre-Dame-des-Landes, etc., il y a une capacité à attirer le média et à le faire parler de soi qui peut démultiplier ta force. Après, c'est facile de se dire en fait, c'est un discours commun hein, chez Total, chez les autres, c'est de dire, en fait, c'est parce qu'on explique mal ce que l'on fait, les médias ne nous donnent pas la parole, on ne peut pas expliquer clairement, donc les gens sont ignorants et donc ils vont s'opposer à nous. Il y a de ça, clairement, mais c'est évidemment beaucoup trop facile parce qu'il y a des tendances de fond, il y a des inégalités, des problèmes de fond, etc., qu'au fond, ces médias, à ce stade, l'hypothèse que je fais, ne font que faire ressortir. Mais on va voir, hein, on a un atelier de travail, si vous voulez, on diffusera l'info, qui va être en mars sur ces questions-là, et on essaye d'avancer parce qu'il y a un trou, à ce niveau-là, enfin un trou de connaissances, quoi. Oui, donc c'est bon. D'accord. Bonjour. Donc pour Pau, je suis Catherine Rognier-Roger. Donc également une ancienne de la maison, enfin toujours un peu présente comme professeure émérite. Donc félicitations Xavier, puisque nous avons collaboré ensemble il y a quelques années. Dans ton exposé, là, moi ce que j'ai pas bien vu, c'est effectivement
Bon, d'abord, il ne faut pas opposer, tu l'as bien montré dans ton petit camembert avec les petits ronds là, qui donnaient des images qui se projetaient dans l'avenir, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, entre techno-garden, moasique adaptative, orchestration globale et ordre par la force. Donc, tu as bien montré que finalement, c'était peut-être un peu faux d'opposer le techno-garden et la mosaïque adaptative. Peut-être qu'effectivement, au niveau de l'orchestration globale, c'est peut-être, mais tu disais que c'était en 2005, donc c'est peut-être avec plus enfin, ça existe encore actuellement dans les débats, notamment sur le Brésil ou ailleurs. Donc, ce rapport de la participation des citoyens. Ceci dit, les technologies ne sont pas figées. Les technologies avancent avec la société. Et pour avoir travaillé et travailler toujours sur les OGM et les organismes génétiquement édités issus des nouvelles technologies, il est clair qu'il y a un problème d'acceptabilité sociétale. Et dans cette acceptabilité sociétale, je rejoins la question de la collègue qui est devant, il y a ce problème des fake news, ce qu'on appelle les fake news, qui modifient un peu le propos scientifique ou le rend inaudible. Donc je voulais que tu me dises un peu ton sentiment sur cette question de essayer de faire rendre audible une parole scientifique qui soit, disons, moins sujette à caution de la part de certains, alors qu'elle repose sur des données, des faits, mais que ces faits doivent être acceptés dans un cadre pluridisciplinaire, c'est-à-dire validés aussi avec des sociologues, validés aussi avec des philosophes, et qu'il y ait une concertation. Il y a eu des expériences de concertation, notamment par exemple au niveau des OGM, j'en connais un très bien, c'était l'expérience de Colmar qui a été détruit par des faucheurs, alors qu'il y avait eu une concertation sociétale et que c'était accepté pour tout le monde. Donc là, on change de paradigme avec cette destruction d'essais, mais cette concertation initiale pour cette expérimentation, donc le cournouet, c'est une maladie de la vigne, et on essayait de trouver une solution avec des porte-greffes greffés pour trouver une réponse à cette maladie du cournouet. Donc cette concertation sociétale est quelque chose de fondamental, mais encore faut-il lui donner un cadre pertinent. Oui, la concertation, elle ne marchera que... elle peut marcher en un point et être contestée par ailleurs. Ce n'est pas la garantie de succès. La concertation, c'est un des éléments du projet. C'est celui-là. Mais elle ne prendra de sens que si elle s'insère dans un cadre globalement partagé. Or, sur l'OGM, il n'y a pas de cadre globalement partagé. Ou sur l'OGM ou sur d'autres points. Donc, à partir du moment où ici, tu n'as pas reconstruit quelque chose et tu n'as pas reconstruit un futur souhaité, tu peux faire la concertation que tu veux à un endroit précis, elle pourra capoter par d'autres éléments. Et c'est ce que je pense. Ensuite, sur la parole scientifique décrédibilisée, oui, la parole scientifique, disons qu'on est sur des technologies qui sont non stabilisées et qui donc forcément donnent lieu à du débat. Et dans ce débat, il y a du vrai et du faux, mais il y a du vrai et du faux. Le vrai n'est pas toujours que du côté de la science, et le faux toujours du côté de la société, c'est pas vrai. Et même quand la société a faux, en soi-disant, enfin sur un fait, elle dit quelque chose quand même. Elle dit quelque chose, elle dit une inquiétude, elle dit un désaccord fondamental avec le mode de progrès qui est choisi, avec le mode de langage, avec la technoscience, etc. etc. Donc tu ne peux pas être uniquement sur ces trucs-là dans des problématiques de pédagogie. Tu es obligé d'être dans des problématiques d'insertion de ton machin dans la société qui est amenée à le porter. Et ça nécessite que la société ait été capable de se projeter et que le machin que tu présentes rentre dans cette projection. Or, le problème actuel, c'est qu'il y a débat sur la projection dans le futur et les objets qu'on propose ne sont pas stabilisés.
donne lieu à de la controverse, qui est tout à fait normal, la controverse, mais à partir du moment où tu veux implanter quelque chose qui donne lieu à de fortes controverses dans un contexte où on n'est même pas d'accord sur le futur qu'on veut atteindre ensemble, que ton truc échoue, c'est pas étonnant, quoi. Ça te parle pas, hein. Je te convainc pas, mais... Si, je te voyais dubitative. Dans le cas que nous avons évoqué, là, les OGM, heureusement, on a des nouvelles technologies qui vont peut-être mettre tout le monde d'accord. Et surtout, on a un progrès scientifique qui résulte d'une invention qui a été faite en 2012. Hein. Voilà, donc c'est un élément nouveau qu'il faut prendre en considération et qui permettra sans doute de faire avancer le sujet. Oui, alors d'autres te diraient... Sur le pétrole, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais par exemple, aujourd'hui, il y avait un reportage sur les plastiques d'origine de la pétrochimie. C'est vrai que la pétrochimie est dans notre environnement, dans toute notre vie quotidienne. Et on parlait de plastiques biodégradables issus de plantes, hein, pommes de terre ou autres. Ce qui posera le problème aussi de qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture entre l'alimentation et l'industrialisation de fournir des matériaux. Oui, tu l'as eu avec Total et sa raffinerie à l'huile de palme. La question, c'est que, moi, il y a d'autres acteurs vont te dire, oui, dans les 10 dernières années, en agriculture, il y a eu de formidables progrès en permaculture. Et donc, on va enfin pouvoir sortir de l'agriculture conventionnelle OGM, CRISP, parce que la permaculture va nous permettre de nourrir le monde, si tu veux. Il n'y a pas d'accord sur qu'est-ce que le progrès et sur quel est ce futur souhaitable. Donc, je ne suis pas sûr que ta technologie résolve beaucoup de choses. Elle va donner lieu à de nouveaux débats sociaux. Ouais. Oui, moi, pour compléter, dans le rôle des médias, alors parce que ce que tu dis, Catherine, c'est vrai pour les OGM, ça c'est vrai pour toutes les technologies. Hein. Si on prend la voiture électrique, par exemple, aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi. Donc en fait, c'est vrai véritablement dans tous les domaines. J'étais avec mes collègues informaticiens hier, ils me parlaient de l'intelligence artificielle. Donc on entend également tout et n'importe quoi. Et donc, ce qui semble très difficile, et le pétrole arriverait aujourd'hui comme technologie, je pense qu'elle serait redébattue et rediscutée et l'objet de fake news, exactement comme maintenant les OGM, la transition énergétique, l'intelligence artificielle et bien d'autres en fait, que je connais moins. Donc je pense en fait que c'est un problème peut-être sociétal d'aujourd'hui de remettre en cause, en tout cas de façon systématique, toute technologie entre guillemets dite innovante, si ça veut dire quelque chose, quoi. Et c'est pas parce que le pétrole, en fait, a tous les avantages que tu as cités, que aujourd'hui, on parlerait du pétrole, on aurait inventé le pétrole il y a quelques années, on aurait découvert du pétrole il y a quelques années, et toutes ces applications, on remettrait quand même en cause, en fait, globalement, cette source d'énergie, me semble-t-il. Oui, mais en fait, tu ne peux pas dire si on découvrait le pétrole. Si on n'avait pas découvert le pétrole il y a 200 ans, il y a 150 ans, on ne serait pas ce que l'on est aujourd'hui. Et donc, tu vois, la question, c'est une fausse question parce que nos sociétés n'auraient pas atteint leur niveau de développement et leur niveau de capacité de débat démocratique aussi si elles n'avaient pas connu le formidable enrichissement qu'a permis d'obtenir le pétrole. Donc, tu vois, c'est un peu... C'était juste une... Oui. Oui, je comprends. Mais le débat, c'est ne pas se tromper sur les médias. Les médias ne sont pas le problème. Ils servent de caisse de résonance à des problèmes qui sont là et qu'on n'entendait peut-être pas parce que un certain nombre de populations n'avaient pas accès à la voie publique ou à la... Et elles ont accès, elles peuvent dire des bêtises, elles en disent, elles peuvent être incohérentes, elles peuvent... C'est pas pour autant qu'elles disent pas quelque chose, quoi. Et que ce quelque chose ne doit pas être entendu. Après, l'entendre ne veut pas dire faire ce qu'il dit qu'il faut faire. Il y a un moment où il y a une capacité de décision politique et d'arbitrage. Et de dire, écoutez, on a entendu les arguments pour, on a entendu les arguments contre, on a fait toutes les recherches, principe de précaution, désolé, mais cette technologie nous paraît viable et nous paraît avoir des risques qui sont moindres que... Et voilà, et ça ne serait pas...
Donc, je me fais juste le porte-parole de Pau, qui pose une question aussi sur la question des médias, sur ces phénomènes de fausses informations et du coup de comment travailler sur l'acceptabilité à partir du moment où il est difficile de savoir ce qui circule de vrai dans les informations et ce sur quoi l'acceptabilité serait faite. Serait tenté d'être construit. Le problème de l'expert, c'est-à-dire que alors d'abord, assez rapidement, tu peux avoir des informations sur une technologie, sur un projet, et tu peux t'estimer expert avec une recherche Internet. Le problème, c'est que ces informations ne sont pas mises en ordre. Il y a le phénomène que tu n'absorbes que les informations qui vont dans ton sens, donc tu ne vas pas, etc. Donc il y a un vrai débat et une vraie tension autour de ça. Mais comment faire pour le faire passer? Il y a des recettes, il y en a plein, mais en gros, ça commence par, dans le débat, et avant même que le problème soit posé, de construire le futur souhaité. Si tu veux, tu fais dialoguer les acteurs et tu leur fais débattre sur qu'est-ce qu'on veut comme projet pour notre territoire, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et la technologie vient au service de ça. Et à partir du moment où elle vient au service de ça, elle va donner lieu à des contestations, ça serait étonnant qu'elle ne le fasse pas, mais si ta technologie est bonne au regard de ce que tu veux, la contestation, tu peux dialoguer quand même. Il y a quelques acteurs avec lesquels tu ne peux pas dialoguer, mais tu prends n'importe quelle salle, tu organises un débat avec n'importe quelle salle, les positions radicales, si elles sont absurdes, elles s'éteignent. Par contre, et si elles sont entendues, enfin, je veux dire, il n'est pas non plus impossible de dialoguer. Les médias ne rendent pas le dialogue impossible. D'ailleurs, la preuve, les médias qui ont fait les Gilets jaunes sont attaqués par les Gilets jaunes. C'est bien qu'eux-mêmes considèrent que le média est le problème, est un problème, alors que c'est sans doute ce qui les a rendus célèbres. Donc, tu vois, le média dans l'histoire, il n'est pas il n'est que le vecteur de tension plus globale et il ne peut pas à lui tout seul faire qu'il n'y ait pas de débat. Après, à faire que le débat échoue. Après, oui, il y a des moments de tension dans une réunion, des moments de construction, reconstruction, dialogue, etc. etc. Mais si tu arrives à la réunion en disant ce que vous pensez c'est de la fake news, enfin c'est du faux, et moi je sais ce qui est vrai, bah ouais, là ta réunion elle est foutue, c'est sûr. Mais si par contre tu dis non, ce que vous dites là, il y a du vrai, et je l'entends, mais par contre ça je suis désolé, c'est pas audible, je pense que tu avances plus. Quand la situation n'a pas encore pourri. Quand la situation a pourri, le débat est autre. C'est pas une question, c'est juste apporter un élément d'information. On parlait de l'informatique et en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, de l'impact finalement des changements d'information. En fait, on a là une possibilité peut-être d'aider aux gens à arriver à un consensus, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, on peut aujourd'hui, on le sait bien, créer des données fausses à partir des robots qui font remonter ces informations. Par contre, il y a aujourd'hui une obligation dans quelques États. Donc en France, on a, depuis je pense 2014, on s'est lancé sur une obligation à mettre à disposition du public des données fiables, c'est-à-dire les législations, les gouvernements, les mairies. On doit publier des données et à partir de ces données fiables, on ne parle pas des réseaux sociaux, un scientifique, n'importe qui dans le monde est capable d'utiliser ces données pour faire des analyses, construire des modèles, des prédictions et peut-être convaincre sur une idée. Je ne sais pas si dans ce type de travaux sur lesquels tu t'es investi, vous avez intégré cette nécessité finalement d'appuyer, finalement, quand on a les quatre approches, en fait, au niveau local, global, réactif ou proactif, finalement, comment est-ce qu'on va convaincre les acteurs? Là, on a des acteurs parfois individuels, la population, des acteurs industriels, les gouvernements, les organisations. Finalement, est-ce que pour arriver, on ne devrait pas simplement aller chercher les données officielles, des résultats, je parle sur lesquels on peut construire des modèles, et imaginer donc faire des projections pour arriver à un consensus plus scientifique, plus global. Je ne sais pas si... Oui, il y a un courant de recherche qui s'appelle la modélisation participative qui fait ça.
et qui fonctionne assez bien. Enfin, qui fonctionne bien, effectivement, c'est intéressant. Après, je suis désolé, mais là, ça sort de chez moi, quoi. Je ne maîtrise pas, mais la référence bibliographique, c'est Boulot, si ça vous intéresse. Est-ce que, par exemple, le Total a des open data disponibles au niveau national, international? C'est une question, peut-être. Alors, moi, je te dirais qu'à la rigueur, ce n'est pas à l'entreprise il faut qu'il y ait une séparation entre l'entreprise et l'étude de l'impact de l'entreprise. Ce n'est pas à Total de construire et de publier des chiffres sur son impact. Ça doit être à des acteurs indépendants d'eux. Enfin, donc, je ne sais pas s'ils ont des bases de données, probablement qu'ils en ont et probablement qu'ils ont un discours autour. Mais ce qui va importer, c'est la fiabilité de la donnée. Et la fiabilité, elle passe d'abord par qui l'a produit, quoi. Avant de savoir comment elle a été produite, c'est qui l'a produite. Et tu vois, c'est comment ton producteur de données est légitime au regard de ta donnée, quoi. Oui, ce n'est pas une question, c'est un complément par rapport aux open data. Moi, je suis au Haut Conseil des biotechnologies. Et donc, il y a eu tout un débat sur justement quelles sont les données qui sont en accès quand un pétitionnaire, c'est-à-dire un industriel, demande ou une importation ou les mises en culture. Maintenant, ça n'existe plus en France, mais ça peut exister en Espagne, mais au moins une importation de justement des OGM, puisqu'il s'agit du Haut Conseil des biotechnologies. Donc, c'est des OGM à la culture, mais ça peut être aussi les thérapies géniques. Et donc, il y a eu un décret qui est passé pour que, justement, toutes les données qui sont dans les dossiers soient en open data, mais en open data sur demande particulière. Ça veut dire que ce n'est pas livré sur Internet, mais il faut que l'organisme qui demande d'avoir accès à ces données justifie pas pourquoi il les veut, mais il s'identifie au moins. Et à ce moment-là, on lui communique. Et c'est donc un organisme officiel qui va lui communiquer. C'est l'EFSA à Parme, qui dépend de la Commission européenne. Emmanuel, il y a des questions à Pau? Parce qu'il est 17h30, je pense que le contrat, c'est 1h30. On a commencé à 16h. C'était ce que je communiquais à Pau. Ok, donc merci d'être... Et puis, donc, la prochaine conférence, je pense que c'est Peter Mounen, et c'est début février, un jeudi aussi, et ça sera ici aussi. Et d'ailleurs, on voit que c'est important de venir, ça sera ici, Anglette, puisque les débats, en fait, ont lieu dans la salle où est le conférencier. Donc,